Vous avez déjà forcément entendu ce thème, vu ce visage ou vu quelqu'un faisant tourner un bâton dans ses doigts en lâchant des Expelliarmus à tout bout de champ. Mais vous êtes-vous déjà attardé sur l'origine de ce son par exemple? Eh bien, tout ceci vient d'un même univers. Lors du précédent épisode, nous avions exploré Night City, cette fois-ci, on visite le monde magique de Poudlard. Bref, préparez-vous pour un épisode un peu plus long que d'habitude. On parle d'animaux bizarres, on parle de pain... Une baguette. Une baguette. Vous avez commandé une baguette. Oui. On parle de magie, bref, on parle d'Harry Potter. Bienvenue dans le bruit de fond. Avant de commencer, je tiens à préciser que quelques points ont été volontairement mis de côté pour cette vidéo. Je ne voulais pas que celle-ci soit archi longue, et il y a tellement de choses à dire que si je listais tout, on aurait le temps de voir Malfoy devenir un homme. Aujourd'hui, on va donc se concentrer sur les films, mais je compte bien m'étaler sur les jeux C'est soit drôle, soit dégueulasse. plus tard. Je préfère en faire mention vite fait maintenant et garder le reste du repas pour un prochain épisode. Comme d'habitude, je vous mets un timecode pour esquiver la présentation de l'univers si vous le connaissez déjà. Et si c'est pas le cas, sérieux les gars? Ouais, bon, sur ces entrefaites, commençons. Harry Potter est une franchise fantastique qui a commencé en 1997 par l'apparition du roman d'Harry Potter à l'école des sorciers, et qui continue de nos jours avec notamment la sortie d'Hogwarts Legacy en février 2023, en passant par des goodies, des Lego et même un putain de parc d'attractions. Bref, cette franchise prend une place énorme dans la culture pop et l'imaginaire collectif. Elle regroupe des millions de fans et ce n'est pas près de changer. Et non, je ne parlerai pas de l'autrice des romans car j'ai la flemme. Enfin non, il y a plein d'autres raisons mais j'ai la flemme quand même. Pour vous résumer rapidement le lore, l'univers d'Harry Potter se situe dans notre réalité de la vérité véritable, les plus anciennes traces et preuves écrites de magie datant du Moyen-Âge, avec par exemple la création de Poudlard, le passage de Merlin chez Serpentard, ou même la création des reliques de la mort par les frères Pévrel. L'histoire continue par Hogwarts Legacy donc, à la fin des années 1800, les 3 films et les animaux fantastiques se déroulant environ un demi-siècle plus tard, ou évidemment des 8 films Harry Potter dont l'intrigue principale tourne autour du combat de Harry contre Lord Voldemort. Et je crois que pour l'instant, la chronologie s'arrête à la pièce de théâtre nommée Harry Potter et l'enfant maudit. Je ne m'attarde pas dessus car je n'ai pas encore lu le livre. Il est bon de noter que quasiment tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la magie, lieu, objet et même histoire, est invisible pour nous pauvres moldus. L'emblème principal est Poudlard, vu que toute l'intrigue se passe là-bas. Vous voyez cette école de magie composée de 4 maisons, fait suivre aux élèves un cursus de 7 années où ils apprennent tout type de magie, que ce soit de la botanique à l'histoire de la magie, mais également tente de les faire tuer tous les jours et les fait courir derrière des points pour une coupe qui sera de toute manière remportée par ces vendus de Gryffondor. Concrètement, c'est un peu notre cursus collège-lycée, mais version magie et sans classe de SECPA. Je crois. Bref, c'est un univers très riche et très vaste, qui peut contenter tout le monde, et qui, de par son étendue, comme Star Wars, peut être vidé telle une vache à lait afin de faire masse d'argent... pardon, mauvais texte. Pour faire plaisir aux fans de tout âge. Je crois que ça s'est compris, hein, mais je suis un serpentard jusqu'au bout des ongles. Il faut être sournois, rusé et déterminé à niquer le game, et moi, j'aime ça. Se faire comprendre par les serpents à défaut de se faire comprendre par les humains. Me faire tatouer un serpent et une tête de mort sur le bras aussi. Et surtout fricoter avec la magie noire. Ouais, je crois que je me suis un petit peu emporté là. Enfin bon, ce résumé était un peu trop long, enquillons sur la première partie qui est les sound designers. Alors, pour cette fois on va faire les choses un peu différemment, car c'est le giga bordel dans cette section. Tout simplement car il y a des centaines de gens ayant travaillé sur au moins une partie son d'une œuvre estampillée Harry Potter. Donc plutôt que de tous les lister, on va plutôt citer certains noms notables du domaine. Comme par exemple Pete Burgess, ou Peter Burgess, quand tu cherches sur Google il y a les 2 prénoms qui sortent, du studio Foley Farmers. Bruiteur depuis plus de 25 ans, il a travaillé sur une liste interminable de projets, films comme jeux, et notamment tous les films Harry Potter excepté le premier. Il a fait également les Animaux Fantastiques 1 et 2, ce qui fait déjà un sacré palmarès. D'ailleurs, petite histoire, son studio Foley Farmers a récemment fini son Water Stage, qui permet de record tout ce qui est en rapport avec l'eau quoi.
On peut également citer Cocorico, Laurent Kosseyan, qui est superviseur sound designer et monteur son depuis au moins 40 ans. J'étais même pas une idée qu'il faisait déjà mon boulot, quoi. Enfin, pour se pencher du côté du jeu vidéo, mais pas trop, un nom qui ressort souvent dans les jeux Harry Potter est James Slavin, qui en bossant chez les géniaux EA Games a laissé sa trace sur les Harry Potter du 2 au 6, la Coupe du Monde de Quidditch, et en parallèle de ça, a été présent sur une franchise bien connue du nom de Battlefield. Je tenais à parler de ces trois personnes car ils font partie du top tier sound designer mondial comme plein d'autres, et pourtant ils sont, pour la plupart, inconnus du grand public. Mais bon, comme dit le dicton, très belle chanson d'ailleurs. Quelle meilleure sensation que d'avoir son cul posé dans un canapé du salon, à lire son meilleur livre dans le plus grand des silences, avec, comme seule source sonore, le crépitement du feu et les ronrons du chat. Bon, sûrement un millier d'autres, mais celle-ci est sur le trône. Une bonne ambiance peut transformer n'importe quel moment ou scène en quelque chose d'unique. Dans les films, il y a des ambiances simples mais incroyablement efficaces, comme par exemple la forêt de Dean que l'on voit dans le 6ème opus. Visuellement et auditivement, elle est calme, agréable, quelque peu magique, mais sans vous en mettre plein la gueule. Elle appuie bien sur la solitude et l'isolement des trois mousquetaires. Et surtout, elle fait ressortir parfaitement le reste du SD, que ce soit les follets, les dialogues, les SFX, notamment l'explosion de magie noire. L'une des techniques les plus utilisées sur la franchise Harry Potter est le combo drone plus midi. Alors oui, dit comme ça ressemble à Jean-Kévin qui casse les pieds à ses voisins avec ses drones dans le sud de la France, mais fort heureusement, ce n'est pas le cas. Pour faire ultra basique, vous prenez un drone, comme celui-ci par exemple. Vous passez par un dos, vous le reliez à votre clavier MIDI, un petit paramétrage après, vous choisissez votre drone que vous liez à une touche du clavier pour en faire la touche 0, ou la touche de base quoi. Dès lors, votre son va se jouer en fonction de la note, de manière plus ou moins grave, ce qui fait un rendu plus instinctif, spontané, et qui colle avec l'instabilité de la magie. De manière générale, les sound designers ne voulaient pas sonner électronique, comme dans Star Wars et autres franchises de science-fiction. On préfère faire dans l'organique, l'élémentaire, quitte à rajouter des sons de moldu au tout, pour s'éloigner au max du bruitage piou-piou. Mais ça a été adopté qu'à partir du 3e volet. Car si on écoute les deux premiers, c'est plutôt basique. Petrificus totalis. Niflamaria. Expelliarmus. Everte status! Sur ces extraits de l'école des sorciers, on entend des whoosh, des pétards, de l'électricité, et c'est du plutôt simple quoi. Puis dans la chambre des secrets, eh bien il y a moins de bruitage réel, mais par contre pour la plupart des sons on a des whoosh, de la synthèse et des avions, des roquettes et des jets. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ouais, hors contexte ça peut être très bizarre. On ressent par contre une énorme différence avec les films suivants. Suite à un changement de direction sonore, les bastons à la baguette qui se multiplient au fil des épisodes, il paraissait plus judicieux de modeler une même base sonore entre la plupart des sons, puis, et uniquement puis, de mettre en avant les sortilèges les plus importants et marquants, tels que ces deux Avada Kedavra de Voldemort dans le dernier film. My lord, Avada Kedavra! Globalement, au fil des films, la base des sonorités devient un peu plus flûtée. Je sais pas si ça existe, mais ça rend bien, je trouve. Proche d'un bruit de sifflement. Et bizarrement, je trouve ça mieux que les prédécesseurs, hein. Puis enfin, on ajoute la texture qui va avec, et on obtient un résultat final bien plus épuré. Mon design sonore préféré est le Patronus d'Harry dans l'Ordre du Phénix, quand il doit sauver ses miches et celle de son cousin Dudley des détraqueurs. Le côté choral, angélique, qui t'en met plein la gueule et les oreilles, mélangé à la voix de Daniel Radcliffe mais sans être agressif sur ses 2 points, avec une bonne grosse couche de drone bien grave pour ajouter de l'ampleur, et qui colle parfaitement avec la nature de ce sort.
Ça te prend aux tripes, tu sens la puissance, t'as envie d'aller conquérir le monde, de passer Silver sur LoL, bref, tu te sens chaud patate. Enfin, on termine par les sorts les moins utilisés, normalement, les sorts interdits, l'Impero, le Doloris et surtout l'Avada Kedavra. L'Avada Kedavra a une sonorité très électrique, très agressive, pour bien appuyer sur le côté one-shot, du genre la victime qui meurt en un éclair. Ouais, vous voyez la blague éclatée arriver. Allez, je me lance. On peut dire qu'elle a eu le coup de foudre. Des sorts comme la lévitation n'ont pas besoin de son particulier, ils fonctionnent très bien dans le silence. Leviosa. Not Leviosa. Ah, Leviosa. Et c'est également le cas pour l'Impero. Pas besoin de surbruiter ce sortilège vu qu'on rentre dans la tête de la victime, qu'elle soit vide ou pas. Donc pas d'impact, rien du tout. Évidemment, dans Hogwarts Legacy, il a fallu archifier le sort dans tous ses aspects, pour que le joueur soit satisfait de l'utiliser et que ça en jette un max. Reprenons vite fait le Doloris. Voilà, l'impact, les cris, qu'est-ce que ça envoie? Un dernier truc qui saute aux yeux, c'est que le mot Doloris ressemble beaucoup à Dolores. C'est probablement dû au fait que ces deux choses sont de véritables tortures. Malheureusement, un seul des deux est interdit dans le monde de la magie. Pour résumer ce chapitre, les sorts ont presque tous la même base, tels que le feu, l'eau, l'air, la terre, le synthétique, de la musique, parfois des mélanges de chaque. Certains sont simples à bruiter, mais ce sont ceux qui n'ont pas de ressemblance dans la réalité véritable qui méritent une attention toute particulière lors de leur création. Car en plus du type de sort, il faut prendre en compte le mouvement, la texture, le poids, quel personnage le lance également, l'impact sur les gens, les objets, les autres sorts, etc. Arriver à prendre tous ces détails en compte, se poser les bonnes questions, font partie intégrante du processus de fabrication et permettent de faire la différence entre un bon son, un excellent son et un mauvais son. Bon, j'ai appelé ce chapitre comme ça, mais on ne va pas que parler des 3 derniers films. D'après un sondage de la Cagette du Boursier, les 2 sujets préférés des Potterheads sont Malfoy x Hermione et pourquoi les films ne respectent pas les livres. Eh bien nous on va s'intéresser au 3e, qui sont les animaux fantastiques. La conception sonore des bébêtes surnaturelles est assez simple dans le fond. Un cri animal, accompagné d'un enrobage magique, la plupart du temps élémentaire. Le premier collant au maximum à la créature que l'on voit, et le second mettant en avant sa spécificité, sa personnalité, ainsi que sa place dans la hiérarchie magique. D'ailleurs, mini note, dans le cri du Nundu, on retrouve le même son que les zombies des Sœurs de la Nuit dans un jeu qui n'a absolument rien à voir, Star Wars Galaxy of Heroes. Ouais, je sais, on s'en fout, mais ayant pensé le jeu pendant un temps, bah ça m'a fait rire. Voilà, c'est tout. Comment ne pas parler de créatures emblématiques sans parler du basilic? Il a très bien vieilli même avec nos standards actuels, et son identité phonique reste un banger en 2023. Un gloubi-boulga d'effets sonores lourds à chacun de ses mouvements, de monstrueux grondements, sifflements et hurlements qui n'ont aucun équivalent dans notre monde. Vraiment, ce basilic, comme on dit par chez moi, il pète sa mère. Je ne pouvais clore ce chapitre sur la faune sans un petit clin d'œil à celle qui devrait être au sommet du règne animal, Hedwige. Quand on parle musique dans Harry Potter, on pense de suite au thème principal qui est... Mais est-ce que vous connaissez le titre de cette œuvre? Eh bien oui, si vous avez suivi jusque-là, vous connaissez la réponse, on l'appelle le thème d'Hedwige. À l'origine, ce thème a été uniquement fait pour être le leitmotiv d'Hedwige pour le premier opus. Mais il a été tellement bien reçu par la population qu'ils ont décidé de le remixer à chaque film et d'en faire le thème principal. Et cette anecdote va me permettre d'enchaîner sur le dernier chapitre. Eh, c'est vachement bien écrit quand même, hein. Ah, les musiques d'Harry Potter, on trouve difficilement mieux dans ce domaine, n'est-ce pas? Pour terminer avec la meilleure amie d'Harry, il est drôle de noter que son leitmotiv est souvent apparenté à celui de Gilderoy Lockhart.
petite ressemblance quand même, hein. On pourrait même presque dire que ça aussi il l'a volé le con. Beaucoup de moldus pensent que John Williams a réalisé toutes les musiques de tous les épisodes de A à Z, mais c'est faux. On parle de lui sur le reste de la saga simplement car plusieurs éléments qu'il a réalisés ont été repris et resamplés par la suite. Ce qui est plutôt logique si on prend par exemple le thème principal. John Williams est connu pour souvent utiliser ses fameux leitmotivs à toutes les sauces. Les 2 extraits qui suivent sont de bons exemples. Buck, l'hippogriffe badass, royal, élégant, noble, bref, le beau bébé de l'épisode 3. Eh ben, quand il prend son envol, t'as pas d'autre choix que de mettre une musique qui le met sur un piédestal. Donc tu balances du violon, du violoncelle, des cordes d'harmonie et moult souvenirs mémorables et impérissables dans la tête de millions de fans. Car en parlant de souvenirs impérissables, je vous l'offre celui-là. Encore ? Bon ok, je pense qu'on est bon là. Et pour notre deuxième cas, je ne vais rien dire, je vais juste vous laisser me détester. Je sais que ça vous fait plaisir d'entendre ça. Personnellement, quand je la vois et que je l'entends, ça me donne encore plus envie d'utiliser les sorts interdits. Le thème d'ombrage est très accrocheur et ultra irritant, ce qui fait ressortir son côté rose, bonbon, chaton, vaisselle en porcelaine, alors que tu sais très bien de quoi cette vieille salle de la mégère de est capable. Wow, 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 wow. Au fil de l'histoire, elle gagne en puissance et une sorte d'aura noire, et donc on aurait pu s'attendre à ce que son leitmotiv évolue vers le côté obscur de la force et devienne plus sombre et plus agressif. Mais passé la première moitié de l'Ordre du Phénix, on ne l'entend plus, ce qui peut correspondre au fait qu'elle a arrêté de jouer la comédie et montre enfin son vrai visage. Sombre. Alors, faire de belles musiques et signatures sonores c'est bien, mais quand c'est synchro à l'image c'est encore mieux. Dans beaucoup de films comme Fast and Furious, vous allez entendre la musique et des gens qui font vroom vroom et qui se tirent dessus. Mais en général ça s'arrête là. Alors qu'à Poudlard, on aime faire de la magie et les choses bien à l'occasion, comme cette scène par exemple, qui est un cas d'école. Watch it. That's rotten luck. Musique qui apparaît avec la choco-grenouille, qui suit son mouvement, suit le saut, puis disparaît en même temps qu'elle. Simple, mais efficace. Malgré leur qualité proche de la perfection, l'équipe audio a démontré qu'il ne faut pas foutre de la musique à tout va. L'enlever permet aussi d'accentuer un événement marquant quand le sound design est parfaitement dosé. Et je pense que vous voyez tous de quelle scène je parle. La musique qui s'arrête, pas d'ambiance hormis la réverbération de la pièce, le silence complet. Tu sens la pression monter, t'as le stress qui te prend aux tripes, tu sens qu'une couille va arriver, Malfoy qui dégage, tu te dis chouette c'est fini, et là paf. Je terminerai simplement en disant ceci. Les spectateurs comprennent ce qu'ils voient, mais doivent ressentir ce qu'ils entendent. Les images sont belles, l'histoire est prenante, mais la musique et le sound design sont archi soignés. Et on a tendance à l'oublier, mais c'est précisément ça qui rend la franchise Harry Potter si magique. Voilà, cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Je pourrais déblatérer pendant des heures à ce sujet, mais bon là j'ai poney volant donc on remettra ça plus tard. Je n'ai pas abordé ni l'acting ni les doublages, car déjà il y en a beaucoup trop, mais que ce soit les acteurs originaux ou nos doubleurs français, c'est pour moi un casting parfait, il y a tout qui colle. Mention spéciale par contre pour Claude Giraud, qui est la voix de Severus Rogue et qui est ma voix préférée dans la franchise Harry Potter. Mais rien ne nous empêchera d'en reparler plus tard. Sur ce, je vous fais la bise, je vous dis à la prochaine, et je vous laisse sur la meilleure scène de toute la franchise, que vous le vouliez ou non. Salut!